de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à tous, belle semaine, nouvelle semaine, et aujourd'hui, je reçois une femme. Quand elle est venue à moi et qu'elle m'a raconté sa vie, je me suis dit, et nous nous sommes dit, qu'un podcast ne suffirait pas. Elle m'a impressionnée et je suis très heureuse de la recevoir aujourd'hui. Bonjour Sylvia. Bonjour Hélène. Impressionnée, je l'ai été. Waouh. Merci d'être venue à mon micro. Merci à Déjà, toi. merci d'être venue à moi parce qu'elle a frappé à ma porte et j'en ai été très touchée et je suis vraiment très contente de te recevoir aujourd'hui. Ce ne sera pas la première fois, la seule et unique fois que tu viendras à ce micro parce que tu as beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager surtout, ce qui est le principe de ce podcast. Et aujourd'hui, tu vas nous dire ce que tu souhaites partager avec nous. Quelle tranche de vie tu souhaites partager avec nous? La tranche de vie que je vais partager avec vous et avec toi, particulièrement Hélène, c'est l'adoption. Mon adoption. Celle que j'ai longtemps cachée. L'histoire de ma vie que j'ai vécue un peu comme dans le déni en fait. Je me suis inventé une histoire tout autour de celle que je pensais être parce que je trouvais que c'était compliqué d'expliquer mon histoire, compliqué de la comprendre. Et donc tout autour de cela, je l'ai maquillée avec beaucoup de couleurs, beaucoup de fantaisie, pour ne pas délivrer de la tristesse, pour ne pas me délivrer. Donc j'ai longtemps caché mon histoire et aujourd'hui j'en parle avec beaucoup plus de liberté parce que ça fait partie de moi et ça fait partie de la force, de la vulnérabilité de la femme que je deviens et que je suis. Et en tant que mère, cette tranche de vie, elle m'a été salvatrice, elle était bonne, elle continue à me faire grandir. Donc aujourd'hui j'en parle avec beaucoup plus de liberté, donc c'est l'adoption. À quel âge? Alors, l'histoire est encore un peu plus complexe. Je l'ai su assez tardivement. Que tu étais une enfant adoptée. Que j'étais une enfant adoptée, voilà. Ouais. J'ai été réellement adoptée à l'âge de 2 mois, donc un nourrisson. Ah oui, un nourrisson, oui, d'accord. J'ai été adoptée dans une famille caucasienne, donc une famille blanche. J'ai grandi avec des personnes qui avaient, en termes de similarité, des visages différents que le mien, donc je ne me comprenais pas. J'avais une peau différente, des cheveux différents, une énergie différente, un corps différent. On n'abordait pas, c'est-à-dire qu'on ne parlait pas de cela. On ne m'a jamais clairement expliqué, voilà, j'ai été une enfant adoptée. Il a fallu que j'en parle et que je l'exprime pour qu'on puisse véritablement me parler une partie de mon histoire. La composition de la famille, il y avait la maman. Alors, il y avait la maman qui était une femme veuve, donc Madame Brosse, et donc accompagnée de 4 enfants. Qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Mais on était dans quelque chose un peu comme dans un secret familial. Même l'histoire autour de mon adoption, j'en parlerai peut-être un peu plus la prochaine fois, mais reste quelque chose d'assez tabou. J'étais la petite antillaise qui avait été adoptée, mais on n'en parlait pas. On a essayé c'est véritablement au moment où j'ai commencé à poser des questions et à me comparer à partir 5-6 ans. 5-6 ans, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup frappée à l'époque, c'était... Alors, je suivais un petit peu la télé, notamment les compétitions sportives, et je ne sais pas si tu te souviens de Yannick Noah. Voilà, oui. Quand il a gagné. Yannick Noah, c'est un homme de couleur, noir, qui gagne dans un... Et quand je l'ai vu à la télé, je me suis dit, mais Yannick Noah, il a quand même une maman blanche. Donc pour moi, je me disais, ma maman était ma vraie maman, et elle avait probablement eu une aventure avec un homme noir, et c'est pour ça que j'étais noire. Et que mes autres frères et sœurs étaient blancs. Et donc j'ai longtemps cru cela, jusqu'à ce que je pose vraiment des questions et qu'on m'explique vraiment ce qui s'était passé, sans véritablement me le dire. Jusqu'à ce que je devais avoir 6 ans à l'époque, plus précisément, et ma mère naturelle est revenue pour me récupérer. Parce qu'il y avait eu bien évidemment un abandon. Elle m'avait déposée auprès de ma mère adoptive il y a plusieurs années par le biais d'un intermédiaire, et elle n'avait pas pu me récupérer. Et donc, de fait, Madame Brosse... N'avait pas pu ou n'avait pas encore voulu te récupérer? On ne le saura jamais, en fait. On ne le saura jamais. Mais en tout cas, je suis restée dans ce foyer pendant plusieurs années et je portais donc un autre nom jusqu'à ce qu'à la veille du tribunal, eh bien, on me demande de témoigner et de pouvoir aussi indiquer en tant qu'enfant, si je voulais, en tout cas, je pouvais accepter aussi de continuer à vivre dans le foyer de Madame Brosse. Tu avais quel âge lorsqu'on t'a posé cette question? 6 ans. Alors, on me l'a demandé
pas pour le tribunal, hein, c'est-à-dire qu'on me l'a demandé moi, ma mère adoptive me l'a demandé, l'assistante sociale qui était là aussi, on m'a posé des questions, mais je n'étais pas conviée en tout cas au tribunal. À 6 ans, on te demande si tu veux. Je trouve ça un peu jeune. Aussi. En fait, ce qui a été vraiment pour moi un déclic, quand j'ai vraiment compris le fait que j'étais une enfant différente, avec une histoire différente et que j'étais vraiment le fruit d'une adoption, la veille du tribunal, ma mère s'est manifestée par téléphone. Elle a appelé ma mère adoptive pour s'entretenir avec moi au téléphone. C'était la première fois. C'était la première fois. C'est un moment inoubliable et en même temps terrible, parce que tu vois, quand je t'en parle, j'ai beaucoup d'émotions. Oui, tous mes sens sont en éveil. Je visualise le téléphone, tu sais, ces téléphones très rétro à l'époque, tu sais, téléphone avec les écouteurs. Je visualise l'odeur de la pièce, ce que je portais. Je visualise ma mère adoptive qui était en larmes et qui pensait véritablement que j'allais partir, parce que j'étais sa fille depuis 6 ans et elle était peut-être à 2 doigts de me perdre. Et le fait de récupérer ce lien avec ma mère naturelle, elle le voyait comme quelque chose, non pas comme une trahison, mais comme un acte qui lui faisait beaucoup de peine. Et donc, quand elle m'a tendu le téléphone en me disant « Voilà, ta maman veut te parler », en larmes, complètement affaiblie, je n'ai pas pris le téléphone. Parce que je ne voulais pas rajouter de la peine. Et ce moment-là, je t'en parlais avec beaucoup d'émotions, parce que j'ai laissé la raison prendre de la place sur mes émotions. Mon cœur pleurait, j'avais envie d'entendre ma mère. Mais je me disais « Mais sois raisonnable, regarde. » En fait, tu avais envie d'entendre ta mère naturelle, mais tu avais quand même passé 6 ans. C'est ça. Et j'avais le sentiment de la trahir en acceptant seulement une courte conversation avec ma mère naturelle. Je ne sais pas si ça aurait véritablement changé tout ce qui a ensuite suivi au niveau administratif et au niveau du tribunal. Mais pour moi, j'avais envie d'entendre. Donc je suis restée avec quelque chose qui reste de l'ordre du fantasme, en me disant mais peut-être qu'elle aurait une voix comme ceci, comme cela. Alors après, j'ai été dans l'imaginaire, je l'ai imaginé comme ci, parce que finalement, je ne l'ai pas vu. L'histoire nous le dira après. Mais je pense qu'à partir de ce moment, c'est ce qui a peut-être nourri et cultivé tout l'imaginaire que j'ai fait autour de cette histoire qui est mon adoption. Parce que je me suis enfermée dans une bulle en me disant, bon, soit, je ne la connais pas, mais je vais la fabriquer. En tout cas, je vais fabriquer le fantasme de ma mère, je vais fabriquer celle que j'aurais voulu avoir, je vais fabriquer mon histoire, je vais rester la fille adoptive bienveillante et aimante pour ma mère adoptive qui m'aime et qui m'a acceptée. Et je voyais même ça comme un cadeau en fait, parce que j'étais le fruit d'un abandon et que je ne connaissais pas pourquoi j'avais été abandonnée. Donc pour moi, je me suis dit peut-être que si elle m'a recueillie, c'est que vraiment j'étais dans une situation très précaire ou très, très triste. Et donc, j'ai grandi comme ça, avec le fait que je n'avais pas pu entendre ma mère et avec une enfance, je dirais, heureuse. Je m'identifiais beaucoup à un sitcom, je ne sais pas si tu te souviens de Arnold et Willy. Oh oui. Alors pour moi, c'est drôle parce que voilà, Arnold et Willy est exactement le sitcom qui correspondait à ma vie. Il y avait donc 2 petits enfants noirs qui venaient du Bronx à l'époque, qui étaient adoptés par une famille bourgeoise avec un homme un peu austère, mais qui arrivait un petit peu à sourire avec les pitreries de ses enfants. Et voilà. Et moi, j'étais ça. J'étais un peu le Arnold de la maison, la petite fille, voilà, qui mettait un peu ce côté espiègle, cette joie. Et je me disais que voilà, j'ai une vie un peu différente. Et soit, ok, l'adoption, c'est comme ça que je la vis. À ce stade-là, je parlais de l'adoption, même à l'école. Enfin voilà, on ne me posait pas trop de questions, ou quand je posais des questions, on n'allait pas au fond des choses parce qu'on était encore dans le domaine de l'enfance. Autour de mes 11-12 ans, j'avais besoin de comprendre pourquoi, de manière physique, j'avais une identité. Je voulais connaître pourquoi j'avais des cheveux crépus, pourquoi j'avais un nez comme ça, pourquoi je voulais essayer de renouer en tout cas le lien avec mes parents naturels, à l'instar de ma mère adoptive, parce que je ne voulais pas en parler devant elle, parce que je savais que ça soulevait beaucoup de tristesse. Donc j'ai commencé à faire des recherches. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Perdu de vue, avec un animateur très austère qui disait, voilà, si vous avez besoin de retrouver votre famille, n'hésitez pas, contactez-moi, voilà. Et donc, je me suis dit, ok, alors je vais faire pareil. Alors, j'ai commencé à faire des recherches. À l'époque, j'avais donc sur mon extrait de naissance, j'avais le nom de ma mère et le nom de mon père. Donc j'ai commencé, je savais qu'ils étaient, j'étais née à Paris, j'avais une adresse. Donc la recherche de mes parents, elle a commencé par justement cette petite routine que j'avais organisée chaque mercredi. Donc après l'école, j'allais à la poste, dans les petites cabines téléphoniques, le Minitel avec mon argent de poche, et j'appelais
je dirais des homonymes en fait. Tu as pris donc le bottin. Le bottin. Ou le Minitel. Les deux. Le bottin. Les deux. Je faisais mes recherches sur les deux pour retrouver à partir du nom. Tu avais 10-11 ans? J'avais 10-11 ans, ouais. Mm-hmm. T'es déterminée. Hein. Assez. Assez. Alors, maintenant, quand j'appelais en disant bonjour, je suis Sylvia, est-ce que vous avez déjà eu un enfant? Enfin, je cherche mon père qui s'appelle. Avez-vous eu une enfant le 23 juin? Je ne dirai pas ma date de naissance, bien évidemment. Avez-vous eu une enfant, plutôt, avez-vous eu une histoire avec mademoiselle Untel dans les années et il y aurait eu le fruit d'une enfant qui s'appelle Sylvia. Et donc j'ai rencontré que des personnes très bienveillantes qui me disent non, je suis désolée, non, ce n'est pas moi. Mais avec ta voix d'enfant, ça devait être touchant, en fait. Probablement, mais c'est vrai que j'ai rencontré, alors je me suis heurtée à beaucoup de bienveillance, à des gens qui ne répondaient pas à des messages ou autres, mais en aucun cas à des rustres, voilà. Donc c'était la partie, je dirais assez, je sais pas si on peut dire qu'elle était drôle, elle est insolite. Avec du recul, c'est assez insolite, oui, de faire ça. Alors j'ai arrêté parce que ma mère l'a découvert. Et encore une fois, quand elle a découvert, ça a généré chez elle beaucoup de tristesse parce qu'elle pensait que j'allais partir, elle pensait que j'allais la quitter, enfin, voilà. Donc j'ai mis cette option de côté en me disant bon bah j'arrête, je vais maintenant me concentrer sur autre chose et puis voilà. Quand tu avais 10-11 ans, tu vivais seule avec ta mère adoptive? Alors non, il y avait encore j'ai une sœur avec qui j'ai 10 ans de différence qui vivait avec nous. Voilà. D'accord. Okay. Mais elle était veuve, donc voilà, je vivais avec elle et une de mes sœurs adoptives. D'accord, très bien. Parce qu'elle m'avait l'air d'être... Oui, en fait, d'avoir un rapport particulier avec toi. C'est-à-dire que j'étais son dernier enfant, peut-être l'enfant qu'elle n'a pas eu, et puis j'étais vraiment différente de ses autres enfants. J'étais une enfant très vive, très curieuse, donc peut-être que je générais chez elle l'enfant qu'elle n'avait pas eu, enfin voilà, et je pense qu'elle m'aimait beaucoup, enfin je ne pense pas, elle m'aimait beaucoup, et elle avait surtout peur de me perdre, parce qu'elle m'avait donné beaucoup, et parce que j'étais arrivée à un âge, elle avait 45 ans quand je suis entrée dans sa vie. Je pense qu'on a aussi loué des liens très très forts, voilà. Malheureusement, l'histoire a aussi un peu de tristesse. À 14 ans, on a diagnostiqué, elle avait 60 ans, un cancer de la gorge. Ça a été foudroyant. En l'espace de 2 semaines, je l'ai perdue. 2 semaines? Oui, en 2 semaines. Entre le moment du diagnostic? Au moment où elle est rentrée dans l'hôpital pour commencer les soins, il s'est écoulé 2 semaines où là, on l'a perdue. Ça a été... violent. Ça a été violent. Ça a été compliqué pour moi parce que... Alors, au travers d'elle, je suis une enfant qui issue d'une religion catholique. On allait à l'église tous les dimanches. J'étais enfant de chœur, j'ai fait mon baptême, j'avais fait... voilà, donc j'étais très portée par la religion avec elle. Et au moment où on me l'a retirée, je me suis dit, non mais attends, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce qui se passe? Tu as vécu cela comme une injustice? Comme une injustice, et je me suis même tournée vers lui en me disant, mais je comprends pas. Alors déjà, je suis adoptée, ok? Je ne connais pas mes parents. J'ai une maman adoptive que j'aime beaucoup et tu me la retires. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le message que tu m'as envoyé? Et donc, à partir de là, j'ai commencé à me dire, ok, d'accord, je suis seule, mais je vais me faire seule. Et bien évidemment, j'ai beaucoup pleuré. La situation a été très... Alors, tu dis, je suis seule. Quels étaient tes rapports avec tes frères et sœurs? Ils ont été ont-ils différents. accepté ta venue? Oui. Alors, mais je pense que quand on commence à aborder le rapport à l'argent, et c'est ce qui a vraiment, je dirais, cristallisé vraiment la relation, parce que je suis dans une famille quand même assez bourgeoise, et ma mère avait des moyens, et c'est vrai qu'elle avait mis une partie de l'héritage pour sa dernière fille, en l'occurrence moi, parce que je portais son nom depuis, après l'adoption simple au tribunal, j'étais sa fille légitime. Et quand elle est décédée, elle avait fait un testament où elle privilégiait bien évidemment mes études et mon épanouissement, et une grosse partie de l'héritage m'était dédiée. Et là, ça a été... Ah ouais, là, ça a été compliqué. Là, on a soulevé de la colère, on a soulevé, ah oui, mais tu n'es pas la fille légitime, tu es la fille adoptive, voilà. Ça a été compliqué à 14 ans d'accepter, d'accueillir cela, d'accepter la colère, de ne pas vivre le deuil dans toutes ces étapes, en fait, parce qu'on ne m'a même pas autorisé véritablement
à pleurer. Je me souviens que l'enterrement a été pour moi... Avant l'enterrement, je ne comprenais pas. Je savais que ma mère était morte, on me l'avait dit, mais je ne comprenais pas. Je l'ai véritablement compris quand je me suis retrouvée à l'inhumation et quand j'ai vu à l'église, quand j'ai vu les couronnes, quand j'ai vu le nom de ma mère. Et là, ça a été quelque chose qui m'a vraiment emportée. Et des sanglots m'ont vraiment submergé mon corps et je pleurais vraiment, j'étais terrassée. Et ma sœur adoptive, l'aînée, celle avec qui j'ai toujours eu une relation assez stérile, on va dire, de manière très froide m'a dit « Sylvia, c'est bon, arrête, tu en fais trop. Arrête, cesse tout de suite. » Et là, j'ai arrêté de pleurer. J'ai arrêté de pleurer comme si... ça a été très, très brutal et c'est resté là. Et à partir de ce jour-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le fait même de ne plus pleurer pour rien, en tout cas d'arriver à canaliser des émotions comme la tristesse, en fait. Hein. Et donc, cette émotion, cette tristesse, cette peine, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup maquillé, en fait, l'adoption, mon histoire, pour ne pas faire vivre, en tout cas pour ne pas moi revivre toute la tristesse que ça a entraîné chez moi. Donc après cette période, donc j'étais recueillie par ma sœur adoptive qui m'a élevée jusqu'à mes 18 ans. Ensuite, je suis partie. Mais pas la première. Si, j'étais avec elle. J'étais avec elle, pourquoi ? Parce que j'avais des excellents rapports avec ses enfants. Elle avait 3 enfants à l'époque. Il y avait Séverine, qui a 2 ans de plus que moi, et qui pour moi n'était pas une nièce, enfin de manière, je dirais, hiérarchique, reste une nièce, mais à mon cœur reste une sœur. Floriane, qui a 10 ans de moins que moi, et Andy, qui en a un peu 12 ans. Donc ce sont mes petits frères et sœurs. Donc j'avais besoin de rester dans ce schéma familial, au-delà de, je dirais, de la tension que j'avais avec elle. J'avais besoin d'être auprès d'eux, j'avais besoin de gagner. Je ne voulais pas être émancipée ou être dans un foyer ou autre. Je voulais rester dans ce cocon. Et à 18 ans, donc un peu avant, j'ai rencontré mon premier doudou. Hein. Voilà, c'était un ami martiniquais à qui j'ai raconté mon histoire et qui m'a dit non, il faut que je t'emmène en Martinique, il faut que je t'emmène en Guadeloupe, il faut que tu comprennes, il faut qu'on aille faire des recherches, il faut que tu connaisses tes origines. Oui, c'est ça. Il faut qu'on y aille. Sachant que ma mère, donc j'avais comme information qu'elle était née à Fort-de-France. Mon père était né à... Donc j'avais pas d'information sur mon père. Donc j'étais convaincue que j'étais martiniquaise. Donc je suis partie en Martinique. En disant, allez, on y va. Et j'ai entamé plein de recherches. J'ai trouvé... très peu de personnes, voire pas du tout. Et ensuite, j'ai continué avec une amie qui était en Guadeloupe, qui a fait aussi des recherches pour moi et qui m'a dit « Sylvia, c'est bon, j'ai trouvé une partie de ta famille à la Désirade. Allons-y ». Et je suis partie à la Désirade, donc j'ai entamé les recherches et j'ai découvert une grande-tante, j'ai découvert un grand-oncle. C'était un moment très fort parce que je ne connaissais pas ces gens, il a fallu expliquer un petit peu. Quel a été l'accueil ? Chargé d'amour. Alors l'accueil, il est très particulier. J'ai pris pour la première fois le bateau de la Désirade, avec toute la houle que ça entraîne. Mais évidemment, tu connais, hein. Et une fois arrivée au port de la Désirade, donc ça secoue beaucoup. Et une fois arrivée au port de la Désirade, je vois une grande dame avec un grand chapeau. J'étais avec la famille, les amis en tout cas qui m'accompagnaient. Je dis, c'est elle ma tante, c'est elle. Je ne la connaissais pas, mais j'étais convaincue, mon cœur me disait que c'était elle. Et je suis sortie du bateau, je me suis dirigée vers elle, elle est venue, elle m'a touchée, elle a tenu mon visage, elle m'a dit Sylvia, Marie-Josée, parce que je ressemblais à ma maman. Et elle s'est mise à pleurer, et elle m'a, nous sommes enlacés, et on ne se connaissait pas, mais ça a été cet appel du sang, cet appel de l'amour. Ça me donne des frissons, ce que tu me racontes. Et voilà comment, sans se connaître, en fait, nous avons fusionné. Vous êtes connectés. Nous sommes connectés. Donc j'ai découvert une famille à Désirade, j'ai découvert des grands-oncles, des cousins, même une famille célèbre, footballeur connu, bref, on en parlera une autre fois. Mais j'ai renoué avec toutes ces personnes en essayant de comprendre un peu le puzzle. Comment était ma maman, qu'est-ce qui a provoqué le fait qu'elle quitte. Elle n'était plus ? Je ne le savais pas encore. Je ne le savais pas encore parce que ma grand-mère avait quitté la Désirade très tôt, pour ne pas justement subir... Alors, la Désirade est une petite île à l'époque. On mariait les cousins et les cousines. Et ma grand-mère, qui s'appelait aussi Sylvia d'ailleurs, et je pense qu'il n'y a pas de hasard, avait décidé de quitter la Désirade du haut de ses 18 ans, de dire non, hors de question que je me marie avec mon cousin, hop, je pars. Et elle est partie en Martinique et elle a rencontré mon grand-père. Et à partir de là, elle est revenue ensuite en Guadeloupe et ma mère est arrivée. Donc il y a eu une fracture déjà, c'est-à-dire que ma grand-mère avait
eu très peu de liens avec sa sœur, parce que au moment où elle est partie, elle a quitté la Guadeloupe, elle s'est tournée à dos une grande partie de la famille, donc c'était un peu compliqué. Donc j'ai eu des informations liées à son passé, à sa jeunesse, des petites photos pour que je puisse aussi comprendre un peu à qui je ressemblais. Mais voilà, je n'ai pas eu totalement l'histoire que j'aurais voulu en tout cas avoir. Comment s'est passé ton retour alors dans l'Hexagone après avoir fait ce voyage? Alors, comment s'est passé mon retour? J'ai amplifié mes recherches. J'ai amplifié mes recherches parce qu'on m'avait indiqué que, physiquement, mes parents n'étaient pas sur le territoire ni de la Martinique, ni de la Guadeloupe, ni de la Désirade. Donc, mon père est dominiquais et guadeloupéen, ma mère désiradienne et martiniquaise. Donc, je suis repartie en France, j'ai entamé mes recherches et là, j'ai retrouvé mon père. Ouais, je l'ai retrouvé également. J'avais 20 ans, qui m'a annoncé que ma mère était décédée depuis quelques années, qui m'a donné plus d'informations sur l'histoire, qui m'a raconté comment ils s'étaient rencontrés, comment ils avaient dû se séparer de moi, comment Madame Brosse avait créé une barrière pour ne pas que je puisse revenir, parce ma mère avait 19 ans à l'époque quand elle a eu... ce beau bébé que j'ai face à moi. Voilà. Et mon père avait 19, 20 ans. C'était très très jeune. Donc c'était important de comprendre, de vivre cela. Aujourd'hui, on est toujours en contact. Mais c'est vrai que toute cette histoire-là, pourquoi je parle de déni? Parce que j'ai eu beaucoup de mal à l'expliquer. Que ce soit à mes amis, que ce soit aux personnes que je côtoyais. L'histoire est longue, d'accord? Elle est particulière. Il y a des décès, il y a des trahisons, il y a des abandons. Donc, très naturellement, quand on me posait la question, mais Sylvia, où sont tes parents? Oh, mes parents sont en Martinique. Ah, d'accord, mais où en Martinique? Mais à C'est de quelle famille? Oui. Et je disais. Le réflexe. Oui. C'est quelle famille? Alors, ça c'était la fuite ou bien la tentative de diversion. Voilà. Mais j'aime beaucoup ton pull, mais voilà, je parlais d'autre chose. Mais j'avais toujours une réponse pour ne pas qu'on puisse aborder la question familiale, qu'on puisse rentrer dans ma sphère, qu'on puisse poser des questions. Mais pourquoi tes parents ne sont pas là? Qui sont tes parents? Pourquoi? Alors, en dehors du fait que ça ne regarde pas les gens, ce sont des questions surtout auxquelles tu n'avais pas encore de réponse. Oui. Alors, je n'avais pas de réponse et je savais que même l'histoire soulevait beaucoup de peine et de tristesse. Et ce que je ne voulais pas, c'était cette petite main sur l'épaule. Ça va, comment tu te sens? Oh là là, je comprends. Ah, tu as été... Ah oui. La compassion. Ah oui. Oh là là, c'est dur. Non, je voulais montrer que j'étais forte, que j'étais puissante, que oui, j'étais effectivement une enfant adoptée. Et alors, effectivement, j'ai pas un schéma classique. Je n'ai pas un schéma parental habituel. Père, mère, sœur, je n'ai plus de maman, ni naturelle, ni adoptif. J'ai un père que j'ai découvert. J'ai des frères adoptifs avec qui j'ai véritablement clashé par rapport à ce qui s'est passé de manière financière. J'ai des neveux et nièces théoriquement adoptifs, mais que je considère comme mes vrais frères et sœurs, avec qui aujourd'hui j'ai une vraie relation. Donc c'est compliqué tout ça à expliquer, parce que les gens ne comprennent pas, et quand je dis voilà... Donc, et puis, parce que c'est mon histoire aussi. Tout simplement. Et voilà. À quel moment dans ta vie tu as fait la paix avec ton adoption? Alors, j'ai fait la paix avec ma maternité. Tu disais au début que finalement, avec du recul, c'était une belle chose qui t'était arrivée. À quel moment tu t'es dit ça? Ma maternité m'a permis de comprendre aussi l'adoption, parce que la maternité, ça réveille et ça révèle aussi plein de choses. Moi, je sais que pendant ma première grossesse, dans mes viscères, je me disais, mais est-ce que je vais être une bonne mère? J'aurais voulu avoir autour de moi, enfin, à mes côtés en tout cas, les conseils de ma mère, mais comment... Et donc, j'ai dû pallier par d'autres choses, en prenant des conseils, en sollicitant des femmes autour de moi qui sont comme des mamans aussi. Mais voilà, la question d'adoption, je l'ai vue vraiment quand j'étais enceinte, et puis surtout quand ma fille avait 2 mois. Je me suis dit, mais... Comment abandonner un enfant de 2 mois? J'avais quand ma première ça fille... t'a renvoyé. Ah oui, oui, totalement, parce que adoption, en fait. ma première, alors ma fille aînée, Raphaël, avait 3 mois quand j'ai dû, donc j'étais directrice d'une agence d'intérim. J'avais beaucoup de déplacements à faire à l'époque sur la Martinique, et je devais partir chaque semaine en Martinique. Elle avait 3 mois. Et je me souviens à quel point ça me déchirait le cœur de partir travailler à peine 200 km, d'accord? C'était 45 minutes le vol. Et je me disais, mais comment on peut abandonner un enfant? Comment?
Moi, alors en plus, j'allaitais, donc j'avais les seins qui étaient chargés, enfin bref, des appels qui faisaient que... Mais dans mes viscères, dans mon corps, mon être me manquait. Je ne la voyais pas le soir, je la revoyais le week-end parce que je faisais les déplacements. Je me disais, mais comment ma mère a pu... Enfin, elle a dû souffrir parce que c'est quand même terrible, 2 mois, un enfant. Je ne sais pas s'il y a un âge idéal pour se séparer d'un enfant. De toute façon, il n'y en a pas. Mais 2 mois, on est quand même sur la découverte. L'enfant commence à sourire aux anges. Il commence à reconnaître sa maman, l'odeur. Donc, c'était... Waouh! Et donc, tout ça, ça m'a renvoyé effectivement à ma mère qui a probablement dû souffrir, qui a probablement dû voir cet abandon comme quelque chose de difficile à vivre. Donc la réconciliation, elle a peut-être commencé aussi, en tout cas à se renforcer à la maternité. J'ai commencé à en parler et à l'associer, je dirais un petit peu avant, en parlant à des personnes qui m'étaient proches. Mais longtemps, je trouvais que c'était pas nécessaire de m'étaler là-dessus parce que je ne voulais pas qu'on associe à quelque chose qui aurait pu m'affaiblir parce que je ne rentrais pas dans des codes classiques. Alors, il a fallu, si je comprends bien, que tu réalises que tu es une femme forte pour pouvoir en parler. Oui, mais la force, je pense que je l'ai toujours eue, sauf que je n'étais pas consciente que j'étais forte. J'étais consciente que j'étais déterminée à vouloir savoir la vérité. Ça, je l'ai toujours su. Depuis toute petite, j'ai commencé à faire un cheminement. J'étais déterminée. On se rappelle le militaire. Voilà. Ça, je voulais... je pense que c'est vraiment un trait de mon caractère. Je suis quelqu'un de curieux, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'aller au bout de la réflexion. Sinon, je suis frustrée. Et tous ces éléments-là m'ont permis d'avoir des éléments de réponse pour me construire. Et pour me dire aussi, c'est pas de ta faute, Sylvia. Parce que, forcément, je me suis peut-être que si on m'a abandonnée, c'était parce que j'étais peut-être un enfant différent, un enfant, je sais pas, il y a plein de choses qui voyez-vous. Et non, parce que, alors je ne saurais jamais pourquoi, mais ça fait partie de ma vie. J'ai été abandonnée pour aller dans un autre foyer. J'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. J'ai eu un parcours différent sur lequel j'ai appris très tôt à progresser dans la maturité. Parce qu'à 14 ans, quand on est, je dirais, quand on essuie un deuil, eh bien, waouh, c'est quand même... Ça renforce. Ça renforce. L'histoire de l'héritage aussi a été compliquée à gérer. De vivre avec une femme avec qui j'avais une relation hostile m'a demandé de gagner, je dirais, j'ai dû apprendre à taire toute cette colère. J'ai dû apprendre à apaiser mes émotions pour accueillir l'amour que j'avais pour mes petits frères et pour mes petites sœurs. Voilà, parce que c'était ça que je voulais. Je voulais gagner, je voulais surtout me dire, ok, c'est pas grave, avec elle, ça va pas, mais avec eux, je veux être là et je veux protéger ça. Et ensuite, à mes 18 ans, quand j'ai rencontré mon doudou qui m'a permis de renouer aussi avec la culture, parce que j'ai découvert le zouk très tard, voilà, on va dire les choses. J'ai commencé... Voilà, c'était important aussi pour moi. Je voulais aussi m'antillaniser. Voilà. Donc, pourquoi aussi j'ai commencé à taire aussi cette adoption? Parce que j'ai tellement progressé rapidement, en fait. Quand je dis m'antillaniser, parce que je me suis antillanisée, mais après, j'ai vraiment rattrapé tout mon temps perdu. Là, vraiment, je suis à fond. Je suis à 100%. Mais ce décalage, j'avais besoin de le rattraper. J'avais besoin de me reconnecter à tout ça, de retrouver mes racines, mon identité. J'avais des éléments qui étaient récupérés de manière innée par ma descendance, des choses que j'ai récupérées au travers de mon schéma familial, de mon expérience, de mon histoire de vie, de ma religion. Et puis ensuite, la personnalité, c'est tous ces éléments qui ont permis de me définir, d'obtenir le fruit que je suis. Sylvia, qui a fait des choix, qui est celle qui aujourd'hui accompagne maintenant, celle qui partage très naturellement son histoire et n'en a pas honte parce que c'est mon histoire et parce qu'elle est belle. Elle est magnifique parce qu'en plus, moi c'est mon côté romantique. Mm-hmm. Je trouve, tu sais, le fait que ta mère ait voulu revenir. Alors c'est vrai qu'il y a eu abandon. Mais elle t'aimait parce qu'elle a voulu revenir vers toi. Donc, c'est pas un abandon... Comment est-ce que je pourrais qualifier ça? Un abandon strict. Je n'en veux absolument pas de cet enfant. C'est ça. Elle a voulu revenir vers toi. Donc, c'est vrai que c'est une forme d'abandon. Ça, il ne faut pas le nier. Mais elle t'aimait. Oui. Alors, ce que j'ai découvert aussi, tu vois, pour aller dans ce que tu dis, c'est que je suis née le 23 juin. Ma grand-mère naturelle, je l'ai su en prenant
extrait d'acte de naissance, en prenant tous les extraits d'acte de naissance de ma mère, puis de ma grand-mère, avec les certificats d'essai qui sont associés. Ma grand-mère est décédée le 28 juin, donc de l'année... Voilà. Donc ça signifie, et je porte Sylvia, ça signifie que ma mère devait déjà savoir que sa maman était mourante, en tout cas dans une situation vulnérable. Et donc, de fait, elle m'a donné son nom, comme une transmission. Et il n'y a pas de hasard si je porte son nom aujourd'hui, qui est un nom magnifique, il faut quand même le dire. Qui te va ravir. C'est une continuité de la femme que je suis. Et d'ailleurs, j'ai donné à ma deuxième fille, Ina, le deuxième nom de ma maman, qui s'appelait Victoire. D'ailleurs, ma fille reste aussi une Victoire. Elle s'appelle Ina, mais son deuxième nom, c'est Victoire. Parce que voilà, je cherche aussi à poursuivre, en tout cas, cette transmission. Et donc, il y a des choses que je ne connaîtrais pas, il y a des choses, mais ce dont je suis certaine, c'est que j'ai été aimée. Ah oui, j'ai été aimée. Et donc, qu'est-ce que ça te fait d'en parler aujourd'hui ? C'est très libérateur. Je me sens même plus légère, en fait. C'est quelque chose que j'aborde avec beaucoup plus de liberté. Je me sens vulnérable, mais la vulnérabilité est une force. Donc, ça n'entraîne pas de sensibilité, ça n'entraîne pas d'émotions qui vont... Je le partage avec beaucoup moins de... Sans pudeur, en fait, voilà. Sans pudeur. Je pense être quelqu'un de résilient. Et la résilience, c'est vraiment quelque chose qui me définit dans le fait qu'effectivement, toutes les situations, les traumatismes, je les ai connus et c'est OK. Je suis passée par plusieurs étapes, c'est OK là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Qu'est-ce que je fais de tout ça ? Est-ce que je continue à les porter en me disant « Oh là là, la vie elle est trop injuste, et Calimero, voilà ». Ou bien je me dis « OK, c'est passé ça, OK. Et maintenant, qu'est-ce que je vais retirer ? Qu'est-ce que je vais récupérer de ces éléments-là pour ne plus refaire d'autres erreurs, échecs, je referai d'autres, peu importe, mais différemment. Voilà. Et ce dont je suis certaine, c'est que ma mission de vie aujourd'hui, c'est vraiment de partager, d'accompagner et d'être utile au travers de tout ce que j'ai vécu, parce qu'il n'y a pas de belle ou de mauvaise histoire, il n'y a pas de bonne vie, il n'y a pas de bon schéma. Nous sommes tous le fruit d'un arbre différent et chaque fruit a sa saveur, chaque fruit a son goût. Voilà. On va terminer sur ces mots, Sylvia. Ton adoption, l'adoption pour beaucoup, c'est quelque chose de pas simple. Ça ne l'a pas été toujours pour toi. Ta détermination, on l'a remarqué. Mais quand tu la racontes, c'est très beau. Merci. Comme je vous l'ai dit, Sylvia reviendra, parce que l'adoption n'est qu'une étape de la magnifique vie de cette femme, parce que dans la vie, nous avons des moments pas simples. Je n'aime pas dire des moments difficiles, je préfère dire des moments pas simples, des expériences qui font de nous ce qu'on est plus tard, en fait, ce qu'on devient. Et Sylvia reviendra, et reviendra très vite, tu reviens nous voir. On a des choses à partager. A des choses à partager. Oui. Merci pour l'adoption. Merci pour cette belle histoire. Cette belle histoire d'amour. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, tu as été aimée par ta mère adoptive, mais par ta mère biologique aussi. Est-ce que tu as un dernier mot que tu voudrais dire à ces personnes qui ont été adoptées ? Accepter notre différence. Accepter le fait que nous soyons différents, en fait. Et cette différence, c'est une force. Et l'adoption, ce n'est pas qu'un abandon. C'est une décision qui ne dépend pas de nous, dont nous sommes forcément acteurs et actrices, mais c'est une décision qui, aujourd'hui, qui fait ce que nous sommes. Mais acceptons et parlons-en parce que c'est une belle histoire. Alors, on va continuer à libérer la parole. On termine sur ces mots. Merci à toi, Sylvia. Merci à toi, Hélène. On se parle très vite. Très, très vite. Belle journée. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme & Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors, likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout, partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.